Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du CARIFOREF dédié à la certification professionnelle. Je suis Nicolas Boisard, chargé de mission au sein du pôle accompagnement des professionnels et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie du monsieur dont la vidéo apparaît juste en dessous de la mienne, en tout cas sur mon écran, et que je laisse se présenter. Donc, Jacques Bretonneau, je suis conseiller en formation professionnelle donc dans une structure qui s'appelle le CAFOC, Centre académique de formation continue à Nantes. Voilà, bonjour à toutes et à tous. L'ordre du jour donc, de ce webinaire, voilà, et je passe tout de suite la parole à Jacques Bretonneau qui va pouvoir aborder la question de ce champ de la certification en termes d'acteurs, comment il est organisé aujourd'hui. À toi, Jacques. Merci Nicolas. Donc je vais prendre la main sur le partage d'écran. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc effectivement, alors Nicolas, il faisait référence. C'est peut-être un peu gageur que de vouloir présenter le système de certification professionnelle en quelques minutes. On va essayer de répondre, on va essayer de le présenter de manière simple, en commençant par les acteurs de la certification professionnelle. Alors en fait, depuis le 1er janvier 2019 en France, il y a deux grands acteurs dans le domaine de la certification professionnelle. Il y a, on va dire, d'un côté France Compétences, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les organismes certificateurs. Voilà. France Compétences, en fait, France Compétences, il a un rôle assez central sur lequel j'aurai l'occasion de détailler plus en avant. Mais France Compétences, il a, de par la loi, une mission qui consiste à élaborer et mettre à jour deux répertoires. Donc, ces deux répertoires sont la base de notre système de certification. Et dans les deux répertoires, donc, il y a ce qu'on appelle le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, et il y a ce qu'on appelle le RS, alors qui peut prendre d'autres significations, mais la loi parle de répertoire spécifique. Donc, vous pouvez peut-être ici ou là entendre parler de RSCH pour répertoire spécifique des certifications et habilitations. C'est un acronyme qui circule. La loi parle de répertoire spécifique. Donc, France Compétences, il a un rôle central de mettre en œuvre et de mettre à jour ces deux répertoires. On aura l'occasion de revenir sur ce que contiennent ces deux répertoires. Dans les organismes certificateurs, en fait, il faut distinguer deux types d'organismes certificateurs. D'un côté, les ministères, dès lors où ces ministères délivrent des diplômes au nom de l'État. Le diplôme étant un terme générique qui regroupe, c'est le parchemin en fait, voilà, le parchemin qui indique aux titulaires qu'ils sont bien bénéficiaires de la certification. Donc, il faut distinguer les ministères qui délivrent des diplômes au nom de l'État et des autres structures, voire des ministères qui délivrent des certifications en leur propre nom et non pas au nom de l'État. Donc, d'un côté, délivrance des diplômes au nom de l'État, de l'autre côté, toute autre structure qui peut être organisme certificateur. Si je m'intéresse aux ministères qui délivrent des diplômes au nom de l'État, eh bien, dès lors où il y a un projet de certification de la part d'un ministère, ce projet de certification, il est soumis à un avis d'une commission professionnelle consultative qui est constituée de minimum 50% des membres de ces commissions professionnelles consultatives sont des partenaires sociaux. Donc, partenaires sociaux, c'est-à-dire des représentants des employeurs et des représentants des salariés d'un secteur professionnel. Donc, il y a 11
commissions professionnelles consultatives qui existent, donc qui sont découpées par secteur. Donc, dès lors où il y a un ministère qui a un projet de certification, ce projet de certification est soumis à une des 11 commissions professionnelles consultatives. Et s'il y a un avis conforme de cette commission professionnelle consultative, à ce moment-là, il y a inscription dans l'un ou l'autre des répertoires pour une durée maximale de 5 ans, pour une durée de 5 ans. L'exception, parce qu'on est dans un... Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. L'exception, il y a 2 exceptions à ce système-là pour les diplômes qui sont délivrés au nom de l'État. C'est les diplômes de l'enseignement supérieur, où il y a un système de consultation spécifique qui ne passe pas par des commissions professionnelles consultatives. Sachant que en France, pour les diplômes de l'enseignement supérieur, l'État a le monopole de la délivrance des diplômes d'études supérieures. Et autre exception à cette règle-là, c'est pour tout ce qui concerne les professions réglementées, les professions ou activités réglementées, donc les professions qui exigent en fait une certification pour pouvoir être exercé. On peut parler des architectes, des avocats, des infirmiers, par exemple. Donc, ce sont des professions réglementées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être exercées si je ne suis pas titulaire d'une certification. Donc, dans le cadre d'une profession ou d'une activité réglementée, il y a une inscription de droit, de fait, sur les répertoires. Si je suis dans le cadre des certifications qui ne sont pas délivrées au nom de l'État, dans ce cas-là, si je prétends devenir organisme certificateur, j'ai donc un projet de certification. Ce projet de certification, il est soumis à une commission de France Compétences, qui est la commission certification professionnelle de France Compétences. Donc, c'est la commission certification de France Compétences qui étudie le projet de certification. Et si cette commission donne un avis conforme, alors cette certification peut être inscrite pour une durée maximale de 5 ans. Ça veut dire qu'une durée maximale de 5 ans, ça veut dire qu'elle peut être inscrite pour une durée de moins de 5 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, maximal 5 ans. Donc, pour les diplômes élaborés au nom de l'État, c'est inscription pour 5 ans. Pour les diplômes qui sont élaborés par d'autres structures et qui ne délivrent pas des diplômes au nom de l'État, la durée maximale d'inscription est de 5 ans. Voilà l'organisation en termes d'acteurs du système de certification professionnelle en France, en espérant que c'est clair, c'est complexe, mais j'espère que je n'ai pas trop simplifié, mais que c'est clair pour tout le monde. Voilà. J'en profite, Jacques, pour indiquer à tout le monde que nous avons la zone de chat qui est bien sûr à disposition si vous avez des questions à nous poser. Voilà, n'hésitez pas. Alors, on vient de voir, Jacques, l'organisation du champ, tu viens de nous la présenter, des acteurs de la certification. Tu commences à nous présenter des répertoires, voilà, de répertoires et des certifications. Alors, finalement, peut-être en transition, mais au fait, c'est quoi une certification? Et puis, voilà, comment ça s'enregistre? Enfin, ce type de questions. OK. Alors, effectivement, je vous ai parlé de 2 répertoires, RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, et le répertoire spécifique. En fait, 2 répertoires, ça signifie dans notre système français de certification 2 types de certifications. Dans les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, ce qui est inscrit à ce répertoire, ce sont justement des certifications professionnelles. Donc, c'est quoi une certification professionnelle? En fait, une certification professionnelle,
ça donne un niveau de qualification professionnelle. Et c'est quoi un niveau de qualification professionnelle? Ça atteste de la capacité de l'individu à occuper un emploi. Donc, en fait, une certification professionnelle inscrite au RNCP, ça atteste de la capacité à occuper un emploi. Donc, comment, sur quels principes sont basées ces certifications professionnelles? En fait, dans les certifications professionnelles, une certification professionnelle, elle est définie par 3 référentiels. Un référentiel d'activité professionnelle. Ce référentiel d'activité professionnelle, il définit le métier ou l'emploi visé. C'est-à-dire, il définit les activités professionnelles susceptibles d'être réalisées par les titulaires de la certification. Donc, il définit les activités. Donc, une certification professionnelle, elle est avant tout définie par l'emploi qui est visé, donc par les activités professionnelles visées. De ces activités professionnelles, on en déduit les compétences professionnelles ou les compétences, au sens large du terme, les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités. C'est le référentiel de compétences. Donc, on liste les compétences nécessaires à la réalisation des activités professionnelles. Et pour attester de ces compétences, on crée ce qu'on appelle un référentiel d'évaluation. Donc, ce référentiel d'évaluation précise les compétences qui vont être évaluées et les modalités d'évaluation de ces compétences. Et ce référentiel d'évaluation, depuis le 1er janvier 2019, il est nécessairement organisé en blocs de compétences. Un bloc de compétences étant défini comme un ensemble de compétences homogènes nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Et ce bloc de compétences, il peut être évalué de manière distincte de la certification professionnelle. C'est-à-dire que chaque bloc de compétences doit être possiblement évalué indépendamment des autres blocs de compétences. Voilà pour ce qui est des certifications professionnelles inscrites au RNCP. Donc, nécessaires à l'exercice d'un emploi. On définit l'emploi, on définit les compétences nécessaires à l'emploi et on organise l'évaluation des compétences pour attribuer, pour que l'organisme certificateur atteste de la capacité à occuper l'emploi, donc délivre la certification professionnelle. Du côté du répertoire spécifique, on parle de certification ou d'habilitation. Donc, ces certifications ou habilitations, ils attestent de compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. C'est-à-dire, on n'est pas sur la notion d'emploi, mais on est sur la notion, on va dire, d'activité professionnelle. Et dans les faits, ces certifications ou ces habilitations, ils peuvent attester de 3 types de compétences. Des compétences à caractère réglementaire. Vous avez un certain nombre d'activités professionnelles qui sont soumises à des obligations de certification ou d'habilitation dans différents secteurs professionnels. Donc, vous avez, par exemple, dans le domaine, je vais citer des exemples qui sont a priori connus. Vous avez, par exemple, des habilitations électriques pour les personnes qui travaillent au voisinage ou sur des installations électriques. C'est une obligation réglementaire. Vous avez, par exemple, dans le domaine du transport ou de la logistique, voire dans le secteur du bâtiment, si vous êtes amené à conduire des engins, vous avez des obligations de formation sur la conduite d'engins. On parle de CACES, de conduite
conduite, conduite en sécurité pour ES, le CAC, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Donc, vous avez un certain nombre d'obligations réglementaires. Donc, ces certifications ou ces habilitations à caractère réglementaire peuvent être inscrits au répertoire spécifique. Vous avez deuxième type de compétences qui peuvent être inscrites dans le cadre de certification ou d'habilitation. Vous avez des compétences d'ordre transversal, c'est-à-dire qui sont transversales à plusieurs activités professionnelles ou transversales à plusieurs métiers ou transversales à un secteur professionnel. Donc, derrière, on va, par exemple, trouver des certifications dans le domaine des langues. On va trouver des certifications dans le domaine du tutorat, dans le domaine du management, donc qui sont des compétences transversales à plusieurs secteurs ou à plusieurs métiers. Et troisième type de certification ou d'habilitation qu'on peut retrouver dans le répertoire spécifique, ce sont liés à des techniques métiers. Je vais prendre deux exemples. Dans le domaine informatique, vous avez un certain nombre de certifications qui apportent ou qui attestent du professionnalisme dans l'utilisation de certains logiciels. Donc, ce sont des compétences techniques métiers complémentaires aux certifications professionnelles. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de trouver un emploi, mais ça peut apporter un plus et apporter une attestation complémentaire comme quoi je maîtrise tel ou tel logiciel. Il existe dans le domaine du soudage un certain nombre de certifications. Dans le domaine de soudage, il y a plusieurs procédés de soudage, donc on peut attester du professionnalisme de la personne sur sa capacité à utiliser tel ou tel procédé de soudage. Donc, ce n'est pas lié directement à un emploi, c'est un plus pour avoir un emploi qui certifie de la compétence à exercer ou à utiliser tel ou tel système ou telle technique métier. Donc, ces certifications inscrites au répertoire national des certifications, au répertoire spécifique, sont composées d'un référentiel de compétences en lien avec l'activité visée et d'un référentiel d'évaluation. On ne parle pas de référentiel d'activité professionnelle puisqu'on n'est pas sur la notion d'emploi, mais référentiel de compétences et référentiel d'évaluation sont de même nature que ceux dont je parlais pour le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, pour résumer, deux répertoires, deux types de certifications professionnelles, des certifications professionnelles donc, qui attestent de la capacité à occuper un emploi. Donc, ces certifications professionnelles, pour être complet, sont liées à des niveaux de qualification professionnelle, niveaux qui ont changé donc, depuis 2019, puisqu'on parle de niveau 1 à niveau 8. Le niveau 1 étant le niveau le plus bas, le niveau 8 étant le niveau de qualification le plus élevé, sachant qu'en France, les niveaux 1 et 2 ne sont pas utilisés, c'est-à-dire que le premier niveau de qualification, il est au niveau 3, c'est l'équivalent d'un niveau CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Donc, certification professionnelle, niveau de qualification professionnelle qui atteste de la capacité à occuper un emploi, et puis certification ou habilitation qui atteste de compétences professionnelles complémentaires à l'exercice d'un emploi. Voilà pour ces deux types de répertoires. Et Jacques, je vois qu'on a une question qui est posée, alors qui vise quelque chose qu'on avait recueilli lors de notre collecte de vos attentes par rapport à ce webinaire sur la notion de hiérarchisation entre certifications. Là, la question, elle demande si finalement une certification au répertoire spécifique a-t-elle une valeur moindre par rapport à une certification enregistrée au RNCP? On ne peut pas dire qu'elle a une valeur moindre. On n'est pas sur les mêmes types de certifications. Dans un cas, c'est lié à un niveau de qualification professionnelle, donc ça atteste de ma capacité à un instant T à occuper un emploi. Sur le répertoire spécifique, ça atteste
de la validation de compétences particulières à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une technique métier. Ces deux types de certification, on ne peut pas dire qu'une est moins importante que l'autre. On n'est pas sur la même typologie de certification. On ne certifie pas les mêmes choses. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si la personne peut me dire si ça clarifie. C'est Denis, je crois. Hein. Ok. Apparemment, oui, Jacques. D'accord. Voilà. Donc, eh bien, écoute, ok. Là, on a abordé les notions de répertoire. Tu nous as fait le focus sur les deux répertoires distincts et complémentaires, en mettant en lumière justement les différents référentiels qui étaient adossés. Alors, tu as évoqué aussi dans la diapo précédente des enregistrements de droit et sur demande. Je crois que là, à présent, tu souhaitais un petit peu nous détailler justement ce qu'il en est de la procédure d'enregistrement sur demande. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors effectivement, dans la première diapo que j'ai présentée, effectivement, j'ai distingué ce qui était certification délivrée au nom de l'État, où il y avait un process qui passait par des commissions professionnelles consultatives. Et puis, dans le bas de la diapo, effectivement, j'ai parlé des demandes de certification qui étaient validées ou pas, d'ailleurs, par la commission professionnelle de la certification professionnelle de France Compétences. Donc, dans ce dernier cas, en fait, comment la commission certification professionnelle de France Compétences évalue le projet de certification. Alors là aussi, deux répertoires, deux modalités d'évaluation de la part de la commission de certification professionnelle qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes objets. Dans le cas du répertoire national de certification professionnelle, en fait, il y a une liste de 9 critères sur lesquels se base la commission professionnelle de France Compétences pour évaluer la pertinence et la validité du projet de certification déposé par l'organisme certificateur. En fait, dans les certifications professionnelles inscrites à la RNCP, je ne vais pas détailler les 9 critères. Je vous renvoie à des éléments précisés par France Compétences. Je vais vous parler de quelques critères qui, de mon point de vue, sont essentiels. Premier critère pour l'inscription au RNCP, c'est la question de l'utilité économique et sociale de la certification professionnelle. Et comment France Compétences évalue cette utilité économique et sociale de la certification professionnelle? Elle l'évalue au vu du taux d'insertion dans le métier et du taux d'insertion global. C'est-à-dire que pour pouvoir déposer un projet de certification dans le cadre du RNCP, il faut déjà avoir mis au moins pendant 2 ans le projet de certification en place et assurer un suivi des cohortes qui ont été certifiées à l'issue du processus de certification. Et à 6 mois et à 2 ans, d'évaluer le taux d'insertion des personnes qui sont certifiées et de distinguer le taux d'insertion dans le métier, c'est-à-dire que France Compétences regarde si les personnes qui ont été certifiées sont bien ou occupent bien un emploi en lien avec la certification visée. Et donc, il compare ce taux d'insertion dans le métier avec un taux d'insertion plus global, puisque dans les personnes qui sont certifiées, vous pouvez avoir des personnes qui occupent un emploi qui n'est pas directement lié à l'objet de la certification. Donc, un des critères importants sur demande, c'est
d'avoir un suivi d'au moins 2 promotions, donc sur 2 ans, du taux d'insertion dans le métier. C'est-à-dire que si j'ai un projet d'inscription, d'un projet de certification au RNCP, eh bien, il faut d'abord que je le mette en place au moins pendant 2 promotions, donc que j'ai au moins 2 jurys sur 2 années d'organiser et que je suive l'insertion de ces cohortes. Ça, c'est c'est un des premiers critères. Le deuxième critère, c'est la qualité des référentiels. Donc, référentiel d'activité professionnelle, référentiel de compétences et référentiel d'évaluation. Donc, France Compétences va regarder avec attention les référentiels, c'est-à-dire que va regarder si on évalue bien des compétences, c'est-à-dire si les modalités d'évaluation permettent bien d'évaluer des compétences. C'est ce que l'on met derrière la qualité des référentiels. Et puis, France Compétences va être attentif dans le cadre du référentiel d'évaluation, à ce que ce référentiel d'évaluation soit bien organisé en bloc de compétences, puisque c'est une obligation depuis le 1er janvier 2019 que toute nouvelle inscription au RNCP fasse que le référentiel d'évaluation soit organisé en bloc de compétences. Bloc de compétences, comme je disais précédemment, qui peut être évalué indépendamment les uns des autres. Donc, qui est un signe en fait, de maîtrise de compétences, non pas sur un métier, mais sur un ensemble d'activités professionnelles liées à ce métier. Du côté du répertoire spécifique, 6 critères sont utilisés. Et un des critères essentiels, c'est l'opportunité et la valeur d'usage. Donc, il faut que l'organisme de certificateur puisse justifier que son projet de certification a bien une valeur sur le marché du travail. Donc, cette valeur sur le marché du travail, ça va consister à avoir des témoignages de futurs utilisateurs de cette certification qui apportent la preuve que cette certification va avoir un certain usage sur le champ professionnel. Et l'organisme certificateur doit justifier du pourquoi de la demande d'inscription de certification au répertoire spécifique. Donc, avant tout, c'est dans les 2 cas, c'est de justifier de la pertinence ou de l'utilité économique et sociale de la certification pour les inscriptions au RNCP ou de l'opportunité et de la valeur d'usage, qui dit autrement l'utilité économique et sociale de la certification dans le cadre d'une demande d'inscription au répertoire spécifique. Voilà, alors je n'ai pas listé les 9 critères, je n'ai pas listé les 6 critères, j'ai zoomé sur les critères qui me semblaient les plus importants, sachant qu'il ne faut pas négliger non plus les autres critères. Mais c'est vraiment, si on avait un zoom à faire, c'est le choix que j'ai fait de zoomer sur ces éléments qui me paraissent être essentiels. Voilà pour les conditions d'enregistrement sur demande de certification, à la fois au RNCP, pour les certifications professionnelles, et pour les certifications ou habilitations sur le répertoire spécifique. Voilà. Nicolas? Oui, je suppose, Jacques, en même temps, là, tu évoquais les critères que les personnes qui seraient intéressées peuvent les retrouver sur le site de France Compétences. Enfin, on fournira en tout cas un lien tout à l'heure sur justement un ensemble de ressources, parmi lesquelles, très probablement, ce qui relève de ces procédures d'enregistrement et de ces critères. Tout à fait. Alors, France Compétences, en fait, émet un certain nombre de notes, de notices, de guides. Il y a 2 guides. Il y a un guide d'inscription pour les certifications professionnelles au RNCP, un guide d'inscription pour les certifications ou habilitations au répertoire spécifique. Et ces 2 guides reprennent les 9 critères pour le premier et les 6 critères pour le deuxième, exigés pour satisfaire aux attentes de la commission certification professionnelle de France Compétences. Voilà. Ok,
Ok, ok. Juste, je complète aussi, tout à l'heure, on avait Denis qui nous posait la question des valeurs, hein, des certifications du répertoire spécifique. Tu as apporté l'éclairage, hein, sur, sur en fait, la complémentarité plutôt des différents répertoires. Et donc, Denis précisait que le RNCP, en son sens, est plus connu des recruteurs que le répertoire spécifique. Ben, Bon. on est RNCP, effectivement, on est sur la notion de métier et d'emploi. Le répertoire spécifique, on est sur quelque chose de complémentaire. Donc, effectivement, la certification professionnelle, hein, si je fais un peu court, mais si je fais référence à la certification obtenue à l'issue d'un parcours en formation initiale, bon, CAP, Bac Pro, BTS, DUT, alors qui n'existe plus, DUT, mais si, qui existe encore, mais qui est en fin de vie. Donc, licence professionnelle, master professionnel, diplôme d'ingénieur, doctorat, effectivement, ce sont des signes de certification professionnelle qui sont très connus dans le cadre des recruteurs. Hein, voilà, puisque on regarde, du moins, en tout cas, ça apporte la preuve qu'à un moment donné, on a attesté de ma capacité à occuper l'emploi, à exercer les activités professionnelles nécessaires à l'emploi. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'annonces de recrutement qui font référence à des niveaux de certification professionnelle, voire à des certifications professionnelles précises. Tout à fait. Eh bien, écoute, très bien. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, toujours dans la zone de conversation. Tout est clair jusqu'à présent pour vous? Bon, bah, écoutez, sans à défaut de réaction, on va considérer que oui. Et puis, bah, de notre côté, Ah, ok, voilà, bah, super, très très bien. Ok, et bah, ce qu'on voulait vous proposer là, c'est de faire une toute petite pause. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup du WooClap du début de webinaire parce que ça, c'est bon. On a vu que ça prenait un petit peu de temps et sans forcément avoir une grande efficacité de votre côté. On va tout simplement, pardon, avant d'enchaîner, une question d'Elisabeth. Combien de temps pour obtenir donc l'enregistrement de sa certification au répertoire spécifique? Alors, question qui n'a pas forcément de réponse unique. Du moins, dès lors où vous déposez votre projet de certification à France Compétences, donc c'est tout dématérialisé aujourd'hui, hein, dès lors où vous déposez votre certification, votre demande de certification au répertoire spécifique, donc votre projet de certification au répertoire spécifique, France Compétences annonce un délai de 7 mois pour que vous ayez la décision de la commission de la certification professionnelle de France Compétences. D'accord ? Donc, délai d'instruction et de décision de la part de France Compétences, le délai qui est annoncé, c'est 7 mois. Maintenant, 7 mois. Ils disent en moyenne 7 mois. Il faut plutôt l'entendre comme une moyenne. D'accord ? Dans certains cas, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend si votre dossier il est complet, pas complet, si France Compétences a besoin d'informations complémentaires, etc. Donc, en moyenne, 7 mois. On va le dire comme ça, il faut le comprendre comme une moyenne. Ce qui ne veut pas dire qu'avant de déposer le dossier, il n'y a pas un gros travail à faire de formalisation du projet de certification. Et là, le temps à y consacrer, il dépend des moyens que je mets à disposition de ce projet de certification. Mais c'est un vrai travail que de formaliser un projet de certification pour répondre aux critères demandés par la commission certification professionnelle de France Compétences.
Ok, oui, alors ce que je commençais juste à dire auparavant, c'est qu'en fait, on prévoyait avec Jacques un petit temps là, de questions, donc, qui ne sera pas sur Booklab. Je vais vous inviter à aller, à être prêt à saisir des réponses sur vos claviers, parce que je vais vous mettre dans le chat directement les questions. Attention, c'est parti. On a quelques questions hein, en guise d'intermède. Pour faire un petit peu le point de là où on en est. Alors, un organisme de formation peut-il être également organisme certificateur? Bah, apparemment, il semble qu'il y a un large consensus. Ok, ça c'était vraiment pour... Alors, oui, juste une petite précision. Alors, effectivement, un organisme de formation peut être organisme certificateur en même temps, mais il faut bien qu'il distingue son rôle d'organisme de formation de son rôle d'organisme certificateur. On y reviendra, juste après. Mais distinguez bien la casquette que vous avez en étant, si vous êtes à la fois organisme de formation et organisme certificateur, distinguez bien les deux rôles. Et quand j'ai ma casquette d'organisme certificateur, je ne suis pas organisme de formation et inversement. Ok. Deuxième question. Alors, Et alors, il n'est pas obligé d'être OF pour créer une certification, naturellement. Effectivement, ça peut être une autre structure qu'un organisme de formation qui soit porteur d'un projet de certification, de fait. Ouais. deuxième question qui, pour le coup, va avoir plus trait à des modalités. Je te laisserai développer, Jacques. Alors, on va parler de diplôme, d'éducation nationale, de niveau et du supérieur. Là maintenant, la question va viser le type professionnel du ministère du Travail. Alors, la question qui vous est posée là maintenant, là tout de suite, c'est sont-ils accessibles par candidature individuelle? Voilà une question qui est bonne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous pouvez... alors non, la question est parlante, mais elle a l'air d'être un petit peu moins parlante que la précédente, j'ai l'impression quand même. Ah ouais, ouais, ça fait partie des réponses possibles, tout à fait. Ok. Alors, oui, par VAE. Je ne sais pas, non. Bon, on a un petit peu tout type de réponse. Ouais. Alors, Jacques, qu'est-ce que tu en dis, toi, de cette question-là? En fait, la question qui vous était posée pose la question des voies d'accès aux certifications. D'accord. Et ces voies d'accès, en fait, elles sont définies par l'organisme certificateur. Alors, effectivement, du moins là, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas le deviner. Il y a ceux qui savent, donc ont répondu assez rapidement. Il y a ceux qui ne savent pas, donc qui demandent à être précisés. Et puis voilà. Donc, en fait, effectivement, si je suis sur la question un titre professionnel du ministère du Travail est-il accessible par candidature individuelle? La réponse est non. Je vais vous indiquer, c'est un choix de l'organisme certificateur. Alors j'en profite aussi pour vous indiquer que le terme titre professionnel est réservé au ministère du Travail. C'est-à-dire, dès lors où je parle de titre professionnel, c'est une certification professionnelle du ministère du Travail. La notion de titre professionnel ne peut pas être utilisée pour d'autres types de certifications. On parle de titre à finalité professionnelle pour les certifications professionnelles inscrites par un autre certificateur que le ministère du Travail, juste en termes de précision. Donc, la question en fait qui vous était posée par rapport au titre du ministère du Travail, c'était une question liée aux voies d'accès à la certification. Donc, voie d'accès à la certification, il y a une voie d'accès qui vient
qui vient de fait, c'est les voies d'accès, c'est-à-dire à l'issue d'un parcours de formation. Donc, je fais un parcours de formation et à l'issue de ce parcours de formation, j'accède par un processus à la certification. À l'issue d'un parcours de formation, l'organisme certificateur, hein, OC pour organisme certificateur, il définit pour sa certification si sa certification professionnelle est accessible à l'issue d'un parcours de formation sous statut scolaire ou d'étudiant, donc formation initiale, si il est accessible à l'issue d'un parcours de formation en contrat d'apprentissage, par la voie de la formation continue ou en contrat de professionnalisation. Et c'est bien l'organisme certificateur qui définit les possibilités d'accès via un parcours de formation en fonction des statuts qui sont indiqués dans la diapositive. Et c'est un choix de l'organisme certificateur. Donc, vous avez, par exemple, les titres professionnels du ministère du Travail, donc c'est un choix du ministère du Travail. Tous les titres professionnels du ministère du Travail sont accessibles en contrat d'apprentissage, en formation continue, en contrat de pro, mais pas sous statut de scolaire ou d'étudiant. A contrario, les diplômes professionnels du ministère de l'Éducation nationale sont accessibles sur tous les types de parcours, statut scolaire, étudiant ou étudiant, contrat d'apprentissage, formation continue ou contrat de professionnalisation. C'est un choix de l'organisme certificateur. Donc, à l'issue d'un parcours de formation, donc vous avez en fait donc les bénéficiaires du parcours de formation suivent le parcours de formation. À l'issue ou pendant le parcours de formation, il y a un certain nombre d'épreuves d'examen qui sont définies par l'organisme certificateur selon ce qu'il a prévu dans le référentiel d'évaluation auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Ces épreuves d'examen, ça peut être une seule épreuve d'examen pour valider l'ensemble du diplôme, mais ça doit être possiblement des épreuves d'examen par bloc de compétences, puisque chacun des blocs de compétences doit être évalué indépendamment les uns des autres. Et la mise en œuvre de ces épreuves d'examen, c'est du ressort de l'organisme certificateur qui, dans certains cas, peut confier l'organisation des sessions d'examen ou des épreuves d'examen à un organisme de formation. Donc, sous-entendu, il habilite ou il agrée des organismes de formation à réaliser les épreuves d'examen pour son compte. D'accord ? Donc, vous avez des organismes certificateurs qui organisent les examens. Exemple, l'Éducation nationale. Vous avez des organismes certificateurs qui habilitent des organismes de formation pour réaliser les épreuves d'examen. Exemple, les titres professionnels du ministère du Travail. Et ça, c'est bien un choix de l'organisme certificateur, sachant qu'au nom, pour la loi, c'est bien l'organisme certificateur qui est garant de l'équité et du déroulement des épreuves d'examen qui conduisent à la certification. D'accord ? Autre élément, c'est que pour l'accès à la certification dans le cadre d'un parcours de formation, il peut être défini par l'organisme certificateur une durée de formation minimum pour pouvoir prétendre à la certification professionnelle. Si il n'y a pas de durée définie par l'organisme certificateur, la durée est définie par l'organisme formateur. Et le parcours de formation, c'est bien un moyen d'accéder à la certification. Donc, la durée de formation, sauf si elle est définie par l'organisme certificateur, c'est un problème de l'organisme de formation. Exemple, pour
un titre professionnel du ministère du Travail, vous pouvez avoir plusieurs organismes de formation qui proposent des durées de formation diverses et variées. La différence, elle se situe très certainement dans les prérequis que l'organisme de formation met à l'entrée du parcours de formation, sachant que ces prérequis, dans certains cas, ils peuvent être définis par l'organisme certificateur. Exemple, les diplômes de la jeunesse et du sport, par exemple, il y a une durée de formation qui est définie par l'organisme certificateur. Il y a des prérequis qui sont définis par l'organisme certificateur. Pour citer un exemple, le ministère du Travail ne définit pas de durée de formation, ne définit pas de prérequis. C'est un problème de l'organisme de formation. Donc, si les prérequis sont définis par l'organisme de formation, eh bien, la procédure qui permet de vérifier l'atteinte des prérequis, c'est une procédure qui est définie par l'organisme de formation. Donc, les tests, ce qu'on peut appeler des tests de sélection à l'entrée en formation, si les prérequis ne sont pas définis par l'organisme certificateur, c'est un process qui est défini par l'organisme de formation qui fait ce qu'il veut pour évaluer la maîtrise des prérequis avant l'entrée en formation. Donc, première voie d'accès à l'issue d'un parcours de formation. Il y a une deuxième voie d'accès qui est possible par des candidatures individuelles. Dans ce cas-là, les conditions pour des candidatures individuelles sont définies par l'organisme certificateur. Et dans les conditions, ça peut être aussi de passer des épreuves d'examen globales ou par bloc de compétences pour obtenir la certification. Donc, vous avez des certificateurs qui permettent l'inscription à l'examen, je vais dire comme ça, par candidature individuelle. Vous avez des certificateurs qui ne le permettent pas. Exemple, ministère du Travail, il n'y a aucun titre du ministère du Travail qui est accessible par candidature individuelle. Par contre, les diplômes de l'éducation nationale, CAP, Bac Pro, BTS essentiellement, et d'autres, brevets de maîtrise, brevets professionnels, sont accessibles sous certaines conditions par candidature individuelle. Et dernière voie d'accès, c'est la voie d'accès par la validation des acquis de l'expérience. Là aussi, c'est l'organisme certificateur qui définit la modalité de réalisation de la procédure par la validation des acquis de l'expérience. Et dans certains cas, ça se traduit aussi par le passage d'épreuves d'examen définies par l'organisme certificateur. Dans d'autres cas, ça peut être le complément par ce qu'on appelle un livret 2 qui décrit les activités professionnelles et un entretien. Il n'y a pas de passage d'épreuve au sens épreuve d'examen. C'est l'exemple des diplômes de l'éducation nationale. Si je compare avec les diplômes délivrés par le ministère du Travail, eh bien, le ministère du Travail, par la validation des acquis de l'expérience, les épreuves sont les mêmes qu'à l'issue d'un parcours de formation. Donc, 3 modalités d'accès: parcours de formation, candidature individuelle par la voie des acquis de l'expérience, d'accord ? Et à l'intérieur de la voie d'accès à l'issue d'un parcours de formation, on distingue la formation initiale sous statut scolaire d'étudiant ou en contrat d'apprentissage, et puis voie d'accès par la formation continue ou par les contrats de professionnalisation. Et chaque certification professionnelle, chaque certification inscrite au répertoire indique les modalités, les voies d'accès aux certifications pour la certification visée. Voilà pour la question des voies d'accès, en essayant que ce soit à peu près clair pour tout le monde. Voilà,
Eh bien, écoute, merci Jacques pour ces précisions. Il nous reste un point à l'ordre du jour. Je vois que par ailleurs, il est déjà -5. Donc là, pour le coup, on va resserrer un tout petit peu la fin de notre présentation. En l'occurrence, tu as comme premier retour, c'est clair, Jacques, ce que tu as présenté. Une petite question, on avait prévu deux questions. Je vais en prendre une et je vais l'utiliser. Enfin, je te la laisserai commenter, mais je vais l'utiliser pour en profiter pour faire un lien sur la présentation des outils. Alors peut-être avant de le faire, une réaction également. Les organismes certificateurs lisent-ils tous les possibilités d'adaptation de parcours et les possibilités d'aménagement? Demande de Alors, Nathalie. Euh, alors la question, je pense, parce que je connais un peu la personne qui pose Hum, la question, qui est coordonnateur hum, de la démarche d'accueil des apprenants en situation de handicap dans le département de la hum, Sarthe. Donc, ce qui concerne en fait les personnes en situation de handicap, donc pour les personnes en situation de handicap, tous les organismes certificateurs doivent prévoir les conditions d'aménagement de leur certification pour les personnes en situation de handicap. C'est, il y a une obligation légale de la part des certificateurs de ne pas de travailler sur l'inclusion, je vais le dire comme ça, ou en tout cas de travailler sur une équité d'accès. Donc, pour des personnes qui sont en situation de handicap, il y a nécessité pour les organismes certificateurs d'avoir prévu les aménagements au passage d'épreuves. Alors, je parle bien d'aménagement au passage d'épreuves, à l'issue d'un parcours de formation ou à l'issue d'une candidature individuelle ou par la validation des acquis de l'expérience si la question se pose. Après, l'aménagement du parcours de formation, ça dépend des exigences qu'émet l'organisme certificateur sur la durée de formation, par exemple. S'il ne met pas d'obligation sur la durée de formation ou sur les prérequis, dans ce cas-là, c'est bien à l'organisme de formation d'envisager les aménagements nécessaires pour assurer l'accessibilité au parcours de formation des individus en situation de handicap. J'espère que je réponds à la question. Réponse. OK. Dernière question qui vous est posée, qui permettra de faire le lien avec les outils de recherche qu'on, évidemment, vu l'heure qu'on survolera, déjà qu'il faut un petit peu de temps pour pouvoir les prendre en main, mais ce sera plus une présentation rapide. Donc, voilà, le certificat Voltaire est-il une certification selon vous? Et pendant que je vous laisse répondre dans le chat, la réponse arrive, les plus effectivement des réponses affirmatives, des gens qui ne savent pas. Vu l'heure, je vais directement basculer à la présentation des outils. Dans la présentation, là, on avait une question qui demandait en début de webinaire si les diaporamas seront accessibles. Oui, ils le seront en termes de ressources jointes au replay du webinaire qui sera sur notre site. Et en l'occurrence, vous aurez les liens vers ces outils. Donc, deux outils principalement à vous présenter. Là, j'ai fait la recherche sur l'outil de référence que je vous présente, l'outil de France Compétences, celui qui agrège les deux répertoires dont Jacques vous a parlé ce matin. On fait la recherche directement et on voit qu'avec le certificat Voltaire, effectivement, on a deux résultats. J'en profite. Alors, pour donner quelques éléments extrêmement succincts sur les recherches, mais pour le moteur de recherche de France Compétences, déjà un point d'attention, ça ressort. Il y a eu plusieurs versions de ce répertoire et en l'occurrence, il s'améliore au fur et à mesure. Ce ne sont que des outils techniques perfectibles. Et j'attire votre attention sur déjà le fait d'aller vérifier qu'une certification, quand on en recherche une, soit bien active.
Et donc, on voit que le certificat Voltaire, en l'occurrence, est une certification active et dont on a la présentation ensuite quand on clique dessus. Qu'est-ce qu'on a à en retenir? Déjà, on parlait tout à l'heure, Jacques vous présentait les procédures d'enregistrement, les durées de validité des enregistrements. Là, on voit une date d'échéance sur une certification telle, le certificat Voltaire. Par ailleurs, on voit aussi l'autre mention du répertoire d'appartenance. Donc, c'est le certificat et relève du répertoire spécifique, en l'occurrence. Et puis, on a le nom du certificateur, les renvois vers les compléments d'information qu'il donne à ce propos, un résumé, une présentation de la certification. Également, les conditions de validation de la certification de l'habilitation sont précisées, les secteurs d'activité et, on vient d'en parler, Jacques vous l'a tout juste présenté, les différentes voies d'accès qui sont accessibles. Donc là, on n'est pas sur une logique de bloc de compétences. Là, on est sur sur ce point-là, sur les voies d'accès, on voit les différentes voies évoquées, parcours de formation. Je ne les reprends pas en détail, hein, Jacques vient de vous les présenter. Candidature individuelle, et donc on voit pour chacune si oui ou non c'est une modalité prévue par le certificateur, et si également par expérience par la VAE, comme vous l'évoquiez, c'est prévu. Des liens avec d'autres certifications, des bases légales sont fournis, ainsi que un historique et un lien aux certifications antérieures, et des fois les certifications appelées à remplacer la certification en cours. Et puis par ailleurs, je vous le recommande, les référentiels d'activité, c'est un des éléments que vous a évoqué également Jacques dans sa présentation. Je vous invite à aller voir les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation, qui sont toujours, je trouve, très, très bien faits, enfin, qui le sont de plus en plus, en tout cas. Voilà pour cet outil. C'est extrêmement succinct, donc je suis désolé hein, du temps qu'on peut y consacrer. C'est un outil de référence. On est sur l'outil de référence d'accès aux deux répertoires. Je vous invite également à voir ce qui est directement posé en termes d'informations clés à vérifier sur une fiche. Vous pourrez y revenir, hein, vous aurez bien sûr les liens. Une fonction de recherche avancée dans laquelle on peut préciser si une certification, on recherche des certifications actives ou si on s'intéresse à des certifications archivées. Et puis des champs qui permettent d'aller préciser un certain nombre de choses, donc notamment code ROM et code NSF, donc les nomenclatures de spécialités de formation et puis le répertoire opérationnel des métiers. J'attire votre attention parce que je vais faire lien au deuxième outil en fait qui peut être mobilisé et d'intérêt sur ce sujet. En l'occurrence, c'est l'outil Certif-Info proposé par le réseau des Cariforef. Très complémentaire. L'intérêt au jour d'aujourd'hui, en fonction des développements de ces différents outils, c'est notamment qu'il a une recherche qui est beaucoup plus guidée, si je peux le dire comme ça, en l'occurrence, pour des certifications, des domaines de formation, là où vous avez vu un champ où il faut saisir le NSF, là vous pouvez dérouler, donc la spécialité de formation, vous pouvez dérouler là les domaines qui peuvent être d'intérêt dans votre recherche. Également, même chose pour ce qu'il en est des ROM, donc le répertoire opérationnel des codes ROM. Vous avez la possibilité d'aller choisir directement. Je crois que c'était une question d'ailleurs qui a été posée par une personne qui a répondu au recueil des attentes. Comment je fais pour trouver les certifications qui relèvent de mon domaine? La personne étant, alors je le dis rapidement de ma compréhension, mais dans le domaine de la finance, banque, assurance. En l'occurrence, si c'était par exemple assurance, cette personne pourrait aller détailler le type justement de partie sectorielle plus visée en fait par la certification, voir les types de métiers pour pouvoir
notamment préciser cet élément dans la recherche. Et puis, également, je vous précise aussi que les différents niveaux, alors on a bien rappelé que les nomenclatures ont évolué également sur les niveaux de qualification, mais là, elles apparaissent en clair, j'ai envie de dire, et peuvent également vous permettre de guider votre recherche pour aller choisir un intitulé de certification. Voilà, j'ai conscience que c'est extrêmement court comme temps dédié à la présentation des outils, mais il est déjà midi 6, donc voilà, écoutez, il me reste juste peut-être pour conclure, d'abord à remercier Jacques Breteau pour son intervention, la clarté de son intervention, et également ma collègue Marie-Josée Guillon qui était en appui technique de ce webinaire.